Alors, le flux migratoire en 2019-2020 à l'université Mohamed V, j'ai reçu le chiffre de 1017 étudiants. 1017 étudiants étrangers à notre université. Notre université a dépassé maintenant 85 000 étudiants inscrits. Alors, les étudiants non marocains, ils sont à 1017, c'est quand même un bon chiffre. Je donne quand même un petit détail, il y a 685 étudiants d'Afrique subsaharienne. Il y a un étudiant qui vient d'Amérique du Nord, j'étais surprise de voir ça. Il y a aussi 14 étudiants d'Amérique du Sud. En Asie, donc on a 108 étudiants qui viennent d'Asie. Les Européens, ils sont au nombre de 31 étudiants et étudiantes. Au Moyen-Orient, 158 étudiants. Et bien entendu, l'Océanie, 20 étudiants. Le total, c'est 1017. Donc c'est un chiffre qui est très intéressant. Disons, vu que le Maroc maintenant vise à une promotion de formation de qualité, surtout que, je dirais, pendant plus d'une décennie, l'université marocaine a connu quand même des problèmes, accusés d'avoir formé des chômeurs, donc c'est des gens qui n'ont aucun profil, leur diplomation n'a pas de travail, donc tout ça a fait, a constitué une plateforme pour revoir des stratégies pour installer les choses, et je crois que depuis la réforme, l'université Mohamed V a connu quand même, elle a pu recouvrer, peut-être pas entièrement son statut d'antan, mais quand même, elle a fait énormément de choses intéressantes. La preuve, c'est que nous avons maintenant plusieurs dossiers de candidature pour n'importe quelle formation commune. Donc c'est malheureusement avec les cahiers de charges, avec les normes pédagogiques, on ne peut pas dépasser le chiffre très foncieux. Alors pour les formations, nous avons à l'université Mohamed V 200, ça c'est pas le chiffre actualisé, j'attends encore parce qu'il y a on a un document que nous avons chaque année, c'est l'université en chiffres. Alors les chiffres de cette année ne sont pas encore sortis vu qu'il y a encore les doctorants qui ne sont pas encore installés. Et donc, dans quelques jours, on aura, Inch'Allah, les données chiffrées actualisées. Mais nous avons, disons, plus de 254 formations, filières, avec bien sûr les deux côtés, formation initiale, par filière master et tout ça, et on appelle professionnelle, moi je dirais professionnalisante. Parce qu'il y a quand même une différence entre les deux. Professionnalisante, elle peut préparer l'étudiant à la profession, mais elle ne lui assure pas de trouver un travail. Parce que si c'est professionnel, ça veut dire qu'il va trouver son poste. Donc, moi je dirais professionnalisante. Alors, ces formations de l'université Mohamed V sont déclinées de la sorte. Donc, il y a le pôle santé, donc avec la fac de médecine, pharmacie, médecine dentaire, l'ingénierie, pôle sciences techniques, les sciences d'éducation, les sciences juridiques, économiques et de gestion, lettres, sciences humaines et sociales. Ces formations sont dispensées en 3 langues majeures. Il y a l'arabe classique, il y a le français et il y a l'anglais. Pour des filières, par exemple, l'étude anglaise, mais aussi quelques formations qui ont été créées pour répondre au flux des étudiants, enfin des élèves lycéens qui ont eu le bac international. Alors, sans oublier bien sûr les filières de spécialité langue comme études françaises, études anglaises, hispaniques, germanophones. Il y a aussi d'autres qui sont en train de s'installer, Italie et tout ça. Alors, cette palette de filières dispensées en langue vivante est quand même une preuve tangible que l'université Mohamed V est déjà portée vers tout ce qui est plurilinguisme. Et là, je fais quand même quelqu'un à ces étudiants qui viennent d'ailleurs, qui viennent déjà avec un potentiel linguistique et langagé de leur pays, dans l'Afrique, donc il y a bien sûr la langue maternelle, les variantes, etc. Mais quand il vient au Maroc, il est obligé, par exemple, d'apprendre aussi les autres langues. Et tout de suite, je lance la mise à niveau de l'université Mohamed V, cette formation de mise à niveau qui m'a donné.
Elle connaît très bien, puisqu'elle a travaillé pendant plusieurs années. Et depuis 1985, l'Université Marine-Sac accueille des étudiants non marocains pour une année de mise à niveau qui les prépare aux formations, disons, fondamentales de l'université. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je félicite l'équipe qui a formé ces gens, parce qu'ils viennent en octobre, et puis en juin, ils sont déjà compétents, ils peuvent faire médecine, ils peuvent faire ingénierie. Et ça, c'est un vrai challenge. Donc ce programme qui a été hébergé à la faculté des sciences de l'éducation depuis 1986 continue toujours, mais cette fois avec bien sûr des cours qui se font à l'AMSI et non plus à la FSE pour les examens. Le plurilinguisme est un deuxième point dans cette petite intervention. Le plurilinguisme, et je dirais, c'est vrai, ça devient, ça prend l'ossature d'une problématique universelle, du moment que tous les pays maintenant visent à recevoir, puisque la migration est là, donc automatiquement, les besoin de plurilinguisme s'impose. Il y a bien sûr, chaque pays a ses raisons, a ses défis, a ses intérêts qui sont sociaux, économiques, culturels, politiques surtout. Alors au Maroc, le plurilinguisme a une histoire spéciale. Ce que le Maroc est un creuset, c'est un pays qui a connu beaucoup de civilisations. Donc il y a les anciens, les Romains, les Phéniciens, donc passant par un Nazir, arabe, Andalousie, etc. Donc il y avait beaucoup de populations, et chaque population, si ce n'est pas, on ne parle pas langue, on parle d'abord hijab, dialecte, etc. Donc au Maroc, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré ces stéréotypes et ces jugements négatifs, moi je dirais, je salue le petit Marocain. Le petit Marocain qui chez lui, dès sa naissance, il a une langue maternelle qui est l'arabe dialectal ou la nasière, pas l'arabe classique. L'arabe classique, c'est une autre langue. Ça, c'est parce que là, on a tendance à dire l'arabe au Maroc, mais il y a deux arabes au Maroc. Il y a l'arabe locuteur natif, ça veut dire le dialectal, c'est une langue et non pas uniquement un dialecte, puisqu'elle a sa grammaire. Et nous avons l'arabe classique qui est une langue écrite, qu'il apprend à l'école. Déjà, au primaire, il est à une langue. Et puis après, il commence à apprendre le français, troisième langue. Et puis après, l'anglais, quatrième langue. Au bac, il est déjà entre quatre langues. C'est extraordinaire, donc c'est un vrai plurilingue. Mais on n'a pas, je ne sais pas pourquoi on a les yeux verts pour ne pas voir ces choses-là et valoriser cet apprentissage de cet enfant. Peut-être c'est parce qu'on dévalorise la chose que c'est pas encore bien structuré pour que ça tape aux yeux, mais en tout cas, notre petit Marocain, à l'école publique, je dirais, il est déjà à sa quatrième langue lorsqu'il a son bac. Bien sûr, en parlant de l'école privée, ça c'est une autre question. Si ce n'est pas plus de langues, au moins la maîtrise des langues qui sont déjà qui sont programmées par le système. Donc, cette école, bon, je me rappelle, oui, pour l'anglais autrefois, je ne sais pas si ça continue toujours, mais autrefois il y avait soit l'anglais, soit l'espagnol, et même l'allemand. Là, quand je fais au bac, il y avait des élèves qui faisait allemand et pas anglais. Donc vous voyez un petit peu, il y a énormément il y a plusieurs langues en usage au Maroc. Et bien sûr, la langue native, c'est le dialectal marocain qui aussi a plusieurs variantes, puisque le dialectal du Nord n'est pas celui de Fès, n'est pas celui de Marrakech, ni de Casa. Donc vous voyez, c'est toujours le dialectal marocain, mais avec plusieurs variantes qui sont régionales. Un point aussi important, et là je me pose juste parfois des questions, donc je rencontre des analphabètes ou des déscolarisés mais qui parlent plusieurs langues. Et je n'ai pas compris. Comment quelqu'un est analphabète et arrive à parler des langues? Ça existe là. Je ne sais pas si vous avez eu. Oui, c'est des gens qui n'ont jamais vu l'école, mais qui parlent des langues étrangères. Il y a, disons, avec contact avec les touristes, etc., mais il y a des choses que je n'ai pas encore compris. Peut-être ça mérite d'être un petit peu réfléchi pour des travaux ultérieurs. Donc c'est vrai, il y a des guides, mais les guides, quand même, ils ont fait des études, mais il y a des gens analphabètes qui n'ont jamais vu l'école, mais qui parlent français, qui parlent anglais, qui parlent allemand aussi. C'est extraordinaire.
Et bien sûr les déscolariser aussi, puisqu'il y a un contact avec, voilà, les contacts de langue, c'est très très important à ce niveau-là. Alors, le plurilinguisme universitaire Mohamed V, donc c'est important, comme j'ai dit, l'université reste pionnière dans tout ce qu'elle fait pour, disons, absorber, mais aussi pour développer les compétences des étudiants, surtout dans l'ère actuelle où l'on parle de soft skills, où l'on parle aussi de la maîtrise des langues comme outil pour s'insérer dans la vie active. Alors de ce côté-là, je rappelle qu'en plus des formations en langue vivante et tout ça, il y a des centres, des conventions avec certains pays, surtout les pays asiatiques, et on a des cours par exemple de japonais, de coréen, de chinois, de turc, qui sont à la faculté des lettres depuis des années. Apparemment, il y a d'autres langues comme le roumain, etc., qui sont en train de s'installer. Donc voilà, c'est une autre ouverture sur le monde asiatique. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que nos étudiants s'inscrivent à ces cours, ils font des formations et ils réussissent à obtenir des bourses pour aller faire leurs études étrangères, enfin, à l'étranger dans ces pays. Parce que ces pays, c'est vrai qu'ils ouvrent des centres de langue, mais aussi ils offrent des bourses à nos étudiants. Et je connais beaucoup d'étudiants qui ont pu se partir de là, soit à enseigner la même langue aussi. Maintenant, j'ai appris que des étudiants marocains de l'université sont devenus des enseignants du japonais, et ça c'est extraordinaire. Oui, les Japonais le font. Parce que c'est ça la nouvelle politique, on ne peut pas amener autant des gens, d'ailleurs ça coûte trop cher. Donc qu'est-ce qu'on fait? On forme la population locale, et c'est cette population qui prend le relais, avec bien sûr la direction des responsables du centre en question. Donc voilà, il y a énormément de gens qui sont là, et je prends les élèves, enfin les étudiants qui sont en contact avec les familles, le savent, il y a énormément de bourses que l'université reçoit grâce, je dis bien grâce à la langue. C'est vrai qu'on fait une formation, c'est bon, mais quand on a une demande de plus, c'est encore mieux. Alors ça c'est pour... revenons maintenant au CAIOS. Le CAIOS c'est le centre d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi. Ce sont donc les 4 missions majeures, mais ces 4 missions majeures se déclinent en d'autres missions et actions, genre la lutte contre le décrochage. Vous savez que ce qui est bien, et ça c'est énorme, beaucoup d'étudiants, par exemple, à la maison, qui viennent retrouver le CAIOS pour demander des cours d'anglais ou des cours de français. Donc il y a déjà ces 2 langues qui sont très demandées, plus la communication. Ça veut dire quoi? C'est une dénonciation, c'est sûr, que au lycée, ils n'ont pas pu avoir disons, des séances suffisantes pour apprendre, ou alors ça dépend du dos aussi, parce que ce n'est pas toujours le système qui est petit. Il y a aussi les étudiants et les élèves qui sont petits. Parfois, ils oublient qu'ils ont un avenir à préparer et ils se donnent à la distraction, et si après, quand ils deviennent plus sages, ils commencent à penser à leur avenir. Donc il y a ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont conscients que même en étant mathématicien ou juriste ou économiste, il doit maîtriser une langue. Parce que le marché de l'emploi, ça y est, on ne peut plus parler maintenant de pistons, des gens qui sont boostés par la famille. Maintenant, l'emploi, ça veut dire de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il ne faut pas le dépenser. Donc, toute personne maintenant qui veut accéder au marché de l'emploi avec des compétences importantes, elle est obligée, cette personne, de développer ses compétences, de chercher là où on pourrait lui donner. C'est la fin. Donc voilà. Alors ce centre-là, il a su, bon, je dis bien, c'est pas un établissement, mais tout simplement un centre de service qui offre beaucoup de services aux étudiants et qui a fait énormément d'expériences intéressantes dans des cours de langue, de communication, des ateliers de pratique culturelle et artistique qui aident les étudiants à dépasser un peu le stress, le crack, etc. Il y a l'université d'été où il y a vraiment énormément de choses qui nous ont à apprendre, avec bien sûr des étrangers aussi, et des expériences qui préparent les étudiants actuellement à l'insertion dans le marché de l'emploi. Donc on nomme un programme économique avec la GIZ qui consistait au mentoring, la fille de mentoring. Donc chaque femme, chef d'entreprise, a mentoré une étudiante des universités. Nous avons aussi fait l'expérience de reprofilage, et c'est là où la langue est importante, de reprofilage
puis là, c'est une expérience qui a un petit peu aidé les étudiants, par exemple, qui avaient fait des formations en langue arabe, grâce à des Islamiens qui ne pouvaient pas trouver de travail, donc on leur a fait des formations en langue française comme le reportage de presse pour les aider à trouver du travail. Donc en gros, l'université Mohamed fait du plurilinguisme un challenge hyper intéressant, aussi bien pour des lauréats, futurs lauréats qui vont briller dans leur formation peut-être, et aussi pour trouver un emploi cohérent et avec beaucoup de dignité. Et je vous remercie.